Alors, du psychiatre donc, quatrième enregistrement du séminaire sur les protections spirituelles. Alors oui, il y a certaines personnes, comme on dit, qui ça va relever du psychiatre. Et vous avez même certaines personnes, il y a ceux qui ne sont pas envoûtés, qu'il faut envoyer directement chez le psychiatre, sans les désenvoûter ou les exorciser. Et puis vous avez des gens qui ont subi un envoûtement, mais qui ont pu être traumatisés par le phénomène. On l'est tous plus ou moins. Quand on subit un envoûtement, attention, il y a un traumatisme derrière. Ce traumatisme, c'est le psychologue qui peut nous aider à nous en sortir. Alors, selon les caractères, on s'en sort plus ou moins bien, plus ou moins vite. Mais derrière, il y a automatiquement le traumatisme. Donc, qui sera plus ou moins puissant, et qui, s'il est très puissant, va nous faire retomber dans un auto-envoûtement. Et puis, s'il est très faible, bon, on va réussir à s'en débarrasser tout seul, ou presque tout seul. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter de temps en temps à demander de l'aide à quelqu'un pour se débarrasser d'une idée qui lui traîne à la tête. Dans le livre des 36, il y a le cas d'une jeune dame qui était divorcée, on risquait d'enlever ses enfants, et là il y avait bien envoûtement, ni psychiatrie, donc elle a été sauvée quand même. Ah, c'était totalement autre chose, oui. Là, c'était voilà, là, c'était un exemple d'intervention avec le 36 pour un cas, je dirais un cas de force majeure, un cas où émotionnellement nous nous sommes dit c'est pas sympa d'enlever les enfants à cette dame. On a fait un rituel sur le 36 et c'est vrai que quelques jours après, tout a basculé dans l'autre sens. Bon, ça, c'est pas du tout un envoûtement. Donc, elle n'avait pas besoin d'une protection, elle avait besoin d'une intervention ponctuelle et précise. Donc, à la limite, c'était plus une nature talismanique, sans que ce soit un phénomène, je dirais, direct. Alors, autre chose, vous avez des gens, par exemple, qui vont fréquenter les cimetières. Bon. Alors, si vous vous faites exorciser et puis qu'après vous allez traîner dans les cimetières, vous allez vous y faire vampiriser, donc ça ne sert à rien. Mais ça, c'est des cas concrets qu'on rencontre. Bon, ça fait 25 ans qu'elle apporte des fleurs sur la tombe de son mari. Ça part d'une bonne intention. Et le mari, il n'est plus là. Et il n'est surtout pas resté là, dans la terre. Et si c'était quelqu'un de bien, il est reparti spirituellement. Mais bon, inutile de nourrir de nourrir les reliques, le reste. Voisinage néfaste. Alors ça, c'est plus compliqué. Vous avez une personne qui se trouve contaminée par un voisinage. On est en appartement, on a le voisin qui n'arrête pas d'envoyer des mauvaises ondes. Alors vous faites un exorcisme, ça va mieux, vous nettoyez les lieux, vous verrez tout, et puis automatiquement, le voisin, il recommence. Par exemple, des gens qui ont comme voisin un marabout, qui n'arrête pas de faire de la sorcellerie. Dans ce cas-là, il est nécessaire de protéger le lieu, de protéger les personnes et de protéger le lieu. Le mieux est encore de déménager. Alors, notion de blocage inconscient. Si je bloque, comme on disait tout à l'heure, bon, quelqu'un qui va psychiquement bloquer sur un phénomène, qui va s'auto-accuser de quelque chose, ben lui, il va avoir un blocage. Autre événement qui peut annuler toutes les protections et les exorcismes que vous pouvez faire, c'est une sexualité complètement déséquilibrée, par exemple. Bon. On va attirer, dans ce cas-là, le psychisme fantasmagorique de cette personne va attirer incube et succube. Donc, dès l'instant où vous allez être parti, il va se rebrancher avec un délire psychique, et puis il va réattirer des choses délirantes qui vont le vampiriser. Et après, donc, il se réinvite tout de suite. C'est pour ça que il vaut mieux, à la limite, avoir une vie équilibrée, consommer raisonnablement par rapport à soi-même, que sous des prétextes quelconques, vouloir être chaste ou autre. La chasteté, en religion, ça existe, mais il faut être capable de l'assumer. Puis en général, c'est pas à 20 ans qu'on va faire vœu de chasteté. Un moine, il fait vœu de chasteté. Logiquement, dans la réalité de la chose, quand il a 40 ans, quand il a 50 ans, quand il a consommé, pas avant. Sinon, il part dans un délire. Et quand il est, c'est l'histoire que je racontais la dernière fois, vous avez le prêtre qui va dire sa messe, qui est chaste, il est pur, vraiment il a sa foi, et puis il y a une superbe créature qui va s'asseoir juste au premier rang,
puis le prêtre, il est avec son calice, il essaye de se concentrer sur ce qu'il doit faire, mais automatiquement, comme il y a des forces en lui, des forces daïmoniques, des forces des ténèbres, qui ne sont pas canalisées, qui ne sont pas épuisées, il n'arrive plus à se concentrer. Donc il vaudrait mieux qu'il bredouille. Il vaut mieux que ce prêtre ait une vie équilibrée, de manière à pouvoir réaliser son sacerdoce normalement, en ne regardant ni les créatures, ni les enfants de cœur qui viennent l'aider. C'est dur. À la messe, attention, parce que pourquoi les problèmes religieux actuels, c'est exactement pour ça, c'est parce que si on retient trop les forces, si on retient trop le cheval, la nature, après, elle fait un peu n'importe quoi. Donc, vaut mieux laisser le cheval aller se promener dans le pré, et quand c'est l'heure d'étudier la théologie, on le ramène. Mais il a été faire ce qu'il avait à faire. C'est pour ça qu'il s'emporte les choses. Il est calme. Il avait leur femme de l'élevage. Alors ça, pour en venir au fait que vous avez déjà eu, parmi ceux d'entre vous qui font ça en tant que professionnels, vous avez déjà eu des femmes ou des hommes qui respectent une tradition un peu trop à la lettre, un peu trop de chasteté, puis qui vous racontent alors c'est des possessions diaboliques, ça. Parce que c'est... Alors, le cas de figure, il est hélas symptomatique. Souvent, ça touche les femmes, également les hommes, mais souvent, c'est les femmes, donc qui sont restées chastes trop longtemps, et qui vont avoir des voix psychiques, ça c'est de la psychiatrie, hein. Elles vont avoir des voix dans leur tête qui les traitent de tous les noms. Parce que, en fait, l'aspect refoulé, les daimons refoulés, s'expriment non plus par les pieds, mais s'expriment sur remonter à la tête. Et là, on entre dans un délire. Bon. Alors, si quelqu'un comme ça vient vous voir, c'est pas la peine de l'exorciser, à désenvoûter, surtout pas, parce que vous prenez des risques. Ça peut pas être un problème de suivi ou d'un culte, ce genre de phénomène? Ça peut arriver, mais 90% des cas, il faut consommer. Il faut rééquilibrer la machine. On a une machine. Le problème que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, c'est qu'il faut déjà avoir une machine équilibrée. C'est comme une voiture. Si je ne mets pas d'huile dans ma voiture, le moteur, il va claquer. Bon. Donc, on doit déjà avoir un mercure, donc un corps physique qui vit de manière équilibrée en fonction des programmations animales que l'on a en nous. Et après, dès que ça, c'est réglé, on peut aller plus loin. Vous allez me dire, oui, mais saint Thomas d'Aquin a eu une vie chaste de sa plus tendre enfance à sa mort. Je dirais oui, saint Thomas d'Aquin, c'était saint Thomas d'Aquin. Suis-je saint Thomas d'Aquin? Suis-je capable d'être aussi, suis-je aussi puissant que cette entité-là? Est-ce que c'est pas péché d'orgueil de le croire? C'est ça, attention, ayons conscience de notre iniquité, de notre petitesse et de nos limites. Alors ça, c'est parce que on en rencontre là-dedans. Alors maintenant, exemple d'un commerce. Alors, on me téléphone pour que j'aille aider un commerce. Je pratique un exorcisme sur le patron, à son domicile. Ensuite, je vais exorciser le local commercial. Et dans le cas d'une entreprise, la meilleure protection sera la réalisation, entre parenthèses la charge, puis la mise en place, d'un logo symbolique personnalisé, qui sera plus, dans ce cas, destiné pour le bon fonctionnement du commerce. Donc un logo, c'est plus de nature du talisman. Ça a un but précis. Trouver des sous, protéger le commerce contre les mauvaises choses, contre les mauvaises pensées, contre les jalousies, etc. Et puis trouver des sous, que les clients s'y sentent bien. Ça, c'est plutôt famille du talisman. On y reviendra parce qu'on va voir aussi un peu comment cette chose-là se manipule. Alors, un logo symbolique, on ne prend pas un logo puis on le colle sur une société. Ça se conçoit, ça se travaille, il y a des lois. On en verra quelques-unes après. Exemple maintenant d'une maison. Alors, quand il y a une maison avec des problèmes, il faut bien entendu, premièrement, exorciser les habitants, parce qu'ils seront contaminés par la maison.
Deuxièmement, exorciser la maison. Et éventuellement, après étude, mettre en place des protections au niveau de la maison pour que les phénomènes de hantise ou autres ne reviennent pas. Alors, après étude, il faudra réalisation, il faudra détecter les points et placements. Alors, une maison, c'est comme un être vivant. Il y a des chakras, il y a des points d'acupuncture. Ça, il faut arriver à les déterminer, soit par le pendule, soit au ressentir. Mais je vais devoir placer mes pentacles, mes protections dans cette maison sur des points particuliers. Et après, on va pouvoir placer, pourquoi pas, des carrés. Ça, c'est un protecteur, donc le carré magique avec les couleurs, c'est un protecteur général, mais qui va fonctionner, surtout s'il est placé au bon endroit, surtout si vous en placez plusieurs. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, une rosace. Alors, rosace sous forme de tracé, plutôt sur un parchemin ou sur un papier, plutôt que rosace en forme de médaillon, parce que si vous devez en mettre 3 ou 4 dans la maison, moi je suis tout à fait d'accord pour vous les fournir, mais ça risque d'être un petit peu plus onéreux. Donc des rosaces dessinées, des carrés, voire pourquoi pas un blason personnel, on y reviendra un petit peu, voire pourquoi pas, il y a une chose que vous pouvez utiliser également en schéma protecteur, c'est le logo des éditions Rouge et Vert. Parce que, par définition, c'est un schéma protecteur. On verra un petit peu pourquoi, on verra un petit peu quelle est la symbolique qui se trouve dedans, mais ça va être un schéma protecteur actif qu'on peut utiliser dans sa maison. Alors s'il y en a d'entre vous qui le veulent, on peut vous faire des sorties, des belles sorties en imprimante laser pour que éventuellement vous placiez un endroit ou un autre. Oui, question? Je voulais dire à propos du carré. Oui. Est-ce que les dimensions, il faut respecter les mêmes dimensions? Il faut respecter les proportions, pas les dimensions. Mais attention, plus c'est grand, plus ça rayonne, plus c'est efficace. Un grand bouclier protège mieux qu'un petit. Mais c'est surtout les proportions. C'est simple, ce sont des carrés qui sont les uns les autres. Et ce sera beaucoup plus puissant si vous le redessinez vous-même, évidemment. On avait fait des tests une fois à un stage, entre le carré, c'était pas le carré, mais c'était pareil, entre un carré sorti à l'imprimante laser, et puis un carré recopié et colorié par chacun. Alors c'est vrai que le carré recopié et colorié était beaucoup moins beau que celui que nous avions sorti. Mais il était plus rayonnant, plus efficace quand on passait notre main au-dessus. Alors, pourquoi pas utiliser le logo, puisque c'est un schéma protecteur. Alors à ce moment-là, si on n'arrive pas à détecter les points particuliers, eh bien on va placer sur la porte d'entrée, sur les 4 murs, enfin, on va essayer de faire un blocage au niveau de l'espace. Par contre, quand on a une certaine sensibilité, ben on va choisir. Donc vous avez, comme pour les radiesthésistes, différentes planches, puis vous regardez, est-ce que j'utilise le logo rouge et vert? Non. Est-ce que j'utilise le carré? Oui ou non. Est-ce que j'utilise la rosace? Oui. Et hop, j'utilise ce que ça me donne. Donc exemple d'une maison, exemple d'une personne. Comme ça. Alors, exemple, il y a de l'énergie qui s'accumule en plus, donc ça vous devriez porter vos médaillons d'ailleurs, ça vous chaufferait encore plus. Alors, pour protéger une personne, bon voilà, c'est ce qui va nous intéresser un petit peu plus, port d'un médaillon spirituel, plus il sera efficace, plus il sera représentatif des lois de l'univers, plus il sera opérationnel. Éventuellement, réalisation d'un blason ecclésial. Alors, qu'est-ce qu'un blason? On va donner un exemple comme ça, de manière à ce que
On y reviendra également. Donc ça, c'est un blason. Une personne précise. Alors c'est une protection donc, qui est réalisée, je dirais, là, sur mesure pour une personne précise. Et ça représente, ce blason représente Monsieur X. C'est son bouclier personnel. À la limite, dans le domaine de la médaille, on est encore dans le cadre d'une protection plus collective, intéressante parce qu'on peut la porter. Là, c'est plus personnalisé. On y reviendra. Quelle couleur est le casque en général? Comment? Quelle couleur est le casque? Il est rose? Parce que là, il apparaît rose. Il apparaît rose, oui. Bon, c'est juste pour... Non, il apparaît rose sur le... Parce que ça, c'est un tirage informatique. Alors, après donc l'exorcisme de cette personne, port d'un médaillon spirituel, réalisation d'un blason, ça peut aider. Conversion religieuse, ça peut également protéger, parce que tout ça, c'est des couches de protection supplémentaires. Il est évident qu'un prêtre sera plus protégé dans le cadre d'un exorcisme que celui qui ne l'est pas. Donc, je dirais, le sacerdoce protège de par l'égrégore spirituel qui va l'entourer et qui va agir avec lui, de par les vêtements portés. Un certain d'entre vous qui ont peut-être essayé ou qui ont eu une fonction un petit peu religieuse, ont fait la différence entre, je dirais, un désenvoûtement ou un exorcisme pratiqué en costume et la même chose pratiquée avec l'aube, avec l'étole, avec les instruments de la prêtrise. On est quand même mieux protégé. Alors, dans les protections, je vous les donne. Vous avez également l'exorcisme triangulaire. Bon, vous avez le livre là, sur le désenvoûtement qui est épuisé, bon, qui en traite un petit peu. Et puis on aura un livre sur l'exorcisme qui sortira dans les prochains mois, qui va en traiter d'une manière plus religieuse. L'exorcisme triangulaire, ça consiste à se faire faire une protection opérative par une personne extérieure. Bon, pour le... Rapidement. Alors, une personne qui va pratiquer les techniques respiratoires régulièrement, tous les jours, sera beaucoup plus difficile à attaquer qu'une autre. Donc, dans le stage que vous avez fait aujourd'hui, enfin que vous faites là pendant ces 2 jours, vous avez des techniques de protection. Alors, on peut en rajouter d'autres, mais déjà, le fait de pratiquer des respirations, ça va épurer les énergies négatives qu'on peut accumuler. Pour un client qui est particulièrement chargé en énergie négative, vous l'exorcisez, vous exorcisez sa maison, vous lui faites porter un médaillon spirituel, lui faire un blason, pourquoi pas, et puis vous le faites respirer tous les jours. Ça ne peut faire que du bien, ça ne peut que renforcer les puissances énergétiques. C'est pareil, plus on va travailler spirituellement, plus on va avoir d'aide. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir des gardiens du sol qui vont tenter de nous mettre des bâtons dans les roues, mais surtout, on va avoir une aide sur un plan théurgique. Alors, ce qui est très curieux dans une voie d'évolution spirituelle, c'est que vous avez 2 choses qui sont un petit peu en opposé. Des fois, on a l'impression qu'on a plus d'opposition que quelqu'un de normal, mais on a aussi plus d'aide. On a la batterie de la voiture qui va fondre plus facilement. Par contre, quand on a vraiment un problème, il y a des protections qui vont tout bloquer. Alors voilà un petit peu pour les personnes. Par exemple, pour la protection d'un terrain. Alors pareil, toujours l'opérateur doit savoir, doit sentir ce qu'il a à faire. La protection d'un terrain passe plutôt par le propriétaire. Donc, un blason marque le territoire. Quand j'ai fait l'acquisition d'un terrain ou d'une vieille maison à retaper, j'ai commencé par coller mon blason sur toutes les portes, partout, pour marquer mon territoire. Même avant la 2e signature chez le notaire. Bon, de manière à dire, ça, c'est à moi. C'est très animal. C'est la nature. Oui. C'est la nature. La nature nous guide, en fait, nous dit ce qu'on a à faire. Il faut recopier. Il faut être à l'image de la nature, qui est à l'image du Créateur.
Alors, pour protéger les animaux, puisqu'on descend progressivement. Alors, en général, la protection passe toujours par le propriétaire. Donc, mon chien, je vais lui faire porter une médaille avec mon blason. Mon blason. Ça, il aura ça autour du cou. Donc, ça veut dire qu'il m'appartient. Et la protection passe par mon intermédiaire. Je peux pas lui faire porter une médaille du 36, ce serait ou alors c'est un chien de luxe. Protéger un véhicule encore plus bas dans la hiérarchie. Alors, pourquoi pas mettre la rosace du 36 quand je prends ma voiture? Comme ça, je vais faire une protection générale. Pourquoi pas utiliser le logo des éditions Rouge et Vert en petit médaillon, en petit autocollant sur le pare-brise, juste au-dessus Ça ne devient pas une hantise à force, là. de la vignette. Ça devient une hantise. Alors, voilà. Il faut pas tomber. Attention, là je vous parle d'un client qui vient vous voir. Vous ne vous amusez pas à tout protéger comme ça, parce que vous allez finir par faire une psychose. Mais une personne qui vous dit, voilà, j'ai ma moissonneuse, bon, faire une protection, clac, vous lui mettez un petit autocollant. Mais bien sûr, attention que ça ne devienne pas un phénomène de hantise. On verra aussi dans l'utilisation du médaillon spirituel, il ne faut pas le porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et toutes les années à partir de maintenant. Il faut savoir le poser et le reprendre. D'ailleurs, inconsciemment. Inconsciemment, il y a une Tu l'enlèves, saturation. ouais. Oui, à un moment Tu où on a l'enlèves, envie de le bon, poser. ouais. Alors, Il me manque plus défavorable que d'autres. voilà, quand je prends ma voiture, je prends plus de risques, donc je mets ma ceinture. Là, je suis là, parmi vous, je ne vais pas mettre ma ceinture de sécurité. Moins de risques. J'espère. Et tombé. Alors, exemple de culture. Bon, ça, si vous habitez à la campagne, et puis on vous dit, voilà, il faudrait qu'on protège mon champ parce que j'ai le voisin qui jette des mauvais sorts. Alors, là, on peut utiliser l'eau bénite ou l'eau magnétisée, ou le sel béni, mélangé à l'eau d'arrosage. Ça arrose un petit peu tout. On peut utiliser le blason pour marquer le territoire. Alors, notons que celui qui n'est pas prêtre ne peut pas bénir de l'eau, par contre il peut la magnétiser, il peut la consacrer. C'est un petit peu différent, ce qui ne veut pas dire que l'eau magnétisée ou consacrée n'est pas efficace. Mais s'il est en plus prêtre, eh bien, il pourra magnétiser et en plus réellement bénir. Donc, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de méthodes qui peuvent être utilisées pour établir une protection, et qui tournent toujours autour du même genre de choses, soit autour de certaines médailles, de certains pentacles, de certains blasons, etc. Alors, avez-vous des questions? Oui, Oui. moi j'ai le cas d'un terrain que je n'arrive pas à vendre depuis 15 ans. J'allais dire tous les notaires et agents immobiliers sont cassés le nez. Alors donc, il y a quelque chose, j'allais dire, d'anormal. Alors, intéressant, c'est un cas particulier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par me renseigner, quand on me présente ce problème, en disant, le terrain est-il surévalué financièrement? Parce que c'est ça. Bon, le premier problème, c'est que si on veut le vendre 3 fois le prix qu'il ne vaut en réalité, ou que se situe le prix du marché, parce que le problème du prix d'un terrain, j'ai acheté mon terrain, je sais pas, 50 000 francs, je veux le revendre, 50 000 francs pour ne pas perdre. Oui, mais entre-temps, ils ont construit une autoroute à côté. Donc le terrain a perdu 90% de sa valeur. Donc je ne le revendrai jamais 50 000 francs, je le revendrai 5 000. Voilà, donc essayons d'abord de voir les problèmes matériels, de marché, de choses qui peuvent, etc. Et puis si après on s'aperçoit que le voisin a vendu un bout de terrain le même prix au mètre carré que moi je veux le vendre, et que c'est un prix normal et qu'il ne se vend pas, là on va essayer de chercher un petit peu plus loin, de voir dans le domaine ésotérique ou spirituel. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une charge négative, ou est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas attirés? S'il y a une charge négative, il faut éliminer la charge négative, et si les gens simplement ne sont pas attirés par ce terrain-là, bah, je vais faire un gris-gris, un talisman, pour mieux attirer, pour que ce terrain soit mieux vu.
Comme quand on va faire je sais pas, on fait une démarche pour un emploi, on va pas y aller en jean, on va mettre un beau costume de manière à être mieux vu. Le terrain, faudrait lui mettre son beau costume du dimanche pour que le client ait envie de l'acheter. Alors voilà, chaque cas est à étudier. Alors, maintenant, ce fameux support de protection qu'on va donner, ou qu'on va confier à la personne en question. Alors ça peut être un papier à dessin sur lequel on va tracer notre figure. Alors attention, le papier à dessin est très souvent de qualité médiocre sur le plan énergétique. Donc, c'est médiocre. On peut utiliser du parchemin végétal ou animal. Parchemin qui sera peint. Le problème, c'est que cette peinture va nécessiter quelques talents. Parce que si vous voulez peindre un carré ainsi, ça vous prenez un parchemin végétal ou animal, vous peignez le carré, vous rajoutez les nombres. Et pour faire un bel objet, vous devez avoir quelques talents personnels de peinture. On peut utiliser également Ça se trouve, le parchemin végétal ou animal. On évite les librairies ésotériques dans lesquelles on vous vend un tout petit morceau de parchemin hors de prix. Il faut aller du côté de Saint-Michel, il y a une boutique de tannage. Je ne me rappelle plus du tout l'adresse. Non. Il faut aller chez un tanneur qui va vous vendre une peau. Vous achetez carrément une peau. Une grande peau, puis vous la découpez. La peau, elle va vous revenir à peut-être 500 francs. Au lieu qu'on vous vende le centième de cette peau, 50 francs. Enfin, 50 francs anciens, parce qu'on a changé. Alors, on peut aussi utiliser des plaquettes de cire d'abeille gravées. Le problème de la plaquette de cire d'abeille, c'est que ça va se détruire rapidement. Manger, si vous laissez à l'extérieur, ça va être mangé par les fourmis, par un tas de petites choses. Et les abeilles vont revenir pour récupérer la cire. On peut utiliser également, pour les pentacles, talismans, les plaquettes de métal gravées. Le problème d'une gravure sur une plaque de métal, c'est que ça demande du matériel, que ça demande des connaissances techniques, une habileté manuelle, regardez les petites médailles, et le métal se charge rapidement, mais se décharge aussi assez vite. D'où la nécessité de mettre une couche d'or, en général, sur un pentacle ou sur un talisman, de manière à fixer la charge énergétique. Alors, pourquoi l'or? Pourquoi les druides utilisaient une serpe d'or pour cueillir le gui? Pourquoi dans les calices qui servent à l'Eucharistie, y a-t-il une couche d'or? C'est une nécessité à l'intérieur du calice, au moins. C'est parce que l'or est un métal complet, c'est-à-dire que sur sa dernière couche atomique, il n'y a pas de trou. Bon, tous les atomes, que ce soit fer, etc., sur la dernière couche atomique, par exemple le fer, il y a des trous. Ce qui fait que quand on trempe un morceau de fer dans de l'eau, eh bien, on va avoir une oxydation, c'est-à-dire que des atomes d'oxygène vont se fixer sur ma plaque de fer, dans les trous. L'or est un métal qui est fini, c'est pour ça qu'on dit que c'est un métal noble, c'est pour ça que quand on trempe une plaque d'or dans de l'eau, il n'y a pas de corrosion. Donc l'or est un métal qui ne va pas capter l'énergie, c'est un métal qui va avoir une certaine neutralité. D'où la serpe d'or pour cueillir le gui, d'où le calice doré à l'intérieur, d'où le médaillon qui sera doré à l'or peint par-dessus. Donc, plaquette de métal gravé, j'ai un ami qui m'a dit, qui écoutera ces enregistrements, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil, il m'a dit, moi je vais me graver mon pentacle moi-même. Oui, c'est bien, mais comment il va faire pour mettre une couche d'or à l'extérieur? Et puis graver les 60 signes, alors on peut le graver, vous pouvez éventuellement faire des graffitis sur une plaque d'étain. Vous prenez une pointe un peu dure, vous gravez l'étain est un métal mou. Seulement vu que c'est un métal mou,
il tiendra moins bien dans le temps. Votre médaillon, à moins que vous le maltraitiez, autrement, dans 50 ans, vous pourrez toujours l'avoir avec vous. Alors, autre chose très très importante à définir quand on va travailler avec un pentacle, et surtout avec un talisman. Chose très importante, nous avons tous un potentiel de chance, défini au départ. Par exemple, nous avons une unité de chance sur le plan sentimental, une unité de chance sur le plan de la santé, etc. Je vais voir un magicien pour qu'il réalise pour moi un talisman, parce que je veux rencontrer l'âme sœur, nous diront certains. Bon. Je veux trouver l'âme sœur, donc je vais aller voir quelqu'un qui va me réaliser un talisman. Et heureusement, cette personne travaille gratuitement. Alors, je dis, c'est merveilleux, tout le monde se précipite. Il me réalise un pentacle, un talisman, pour que je trouve l'âme sœur. Je pars avec mon pentacle dans la poche, ça fonctionne. Je dis, c'est merveilleux. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucun sacrifice. C'est qu'en fait, ce pentacle va déstabiliser, va faire passer, va transférer ma chance globale sur le plan émotionnel ou affectif. Donc, je vais rencontrer l'âme sœur, et je vais tomber malade, et je perds mon travail. Ce qui fait qu'après, l'âme sœur, elle s'en va, parce qu'il n'y a plus de sous, il y a moins d'intérêt. Alors, extrême importance dans cette science des talismans, de toujours équilibrer les choses. Donc, tout individu ayant un nombre limité d'unités de chance, eh bien, tout travail talismanique va déséquilibrer ce potentiel. On va déplacer les choses. Donc, quelqu'un doit payer l'addition. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, nous dit le physicien. L'ésotériste, il va nous dire le plein attire le vide, etc. Donc, dès l'instant où je creuse un trou pour avoir plus sur ma droite, ça veut dire que j'ai creusé un trou sur ma gauche, donc il y a quelqu'un qui doit remplir ce trou, qui doit payer. Alors, celui qui paye, soit c'est l'opérateur, soit c'est le demandeur. Alors, si vous êtes demandeur, je vous conseille de payer votre opérateur, comme ça vous éviterez un choc en retour. Et si vous êtes opérateur, je vous conseille de faire payer votre demandeur, ça vous évitera de payer à sa place ou de provoquer un phénomène non contrôlé. Donc, comme quelqu'un doit payer l'addition, depuis les temps immémoriaux, eh bien, on rééquilibre ce phénomène par un sacrifice volontaire, très souvent un sacrifice financier qui permet de canaliser le déséquilibre. Ça signifie la chose suivante. Si je crée un talisman pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, si il me donne une pièce de 10 francs et que cette pièce de 10 francs représente pour lui 2 jours de privation de nourriture, sur le plan énergétique de l'équilibre, c'est bien. Il a fait son sacrifice. Par contre, si je suis en face d'un industriel, un richissime industriel, et qu'il me paye mon talisman 1 million de dollars, et que ce million de dollars, ça représente 20 centimes pour lui, eh ben, il sera en état de déséquilibre. Donc, ces notions de sacrifice doivent se comprendre en fonction du potentiel, si c'est un sacrifice financier, en fonction du potentiel financier de chacun. Mais si je veux vraiment que mon talisman fonctionne, je vais devoir avoir un sacrifice qui me fasse mal. Et plus ce sacrifice va être difficile pour moi, plus j'aurai de mérite et plus j'aurai de chance de voir l'opération se réaliser avec bonheur et surtout de ne pas payer cette opération en tombant malade, en ayant un accident de voiture ou autre chose. Alors vous dites, oui, mais si je pratique, si je me fais moi-même un talisman. Oui, alors là, il faut penser quand même à rééquilibrer ces choses. Donc faites quand même un sacrifice. Par exemple, vous décidez de faire 30 respirations énergétiques.
vous ne le faisiez pas avant, vous dites, bon, là, je promets d'en faire 30. Mais attention, si vous promettez quelque chose, faites-le. Parce que sinon, ça déséquilibre encore plus, quoi. C'est comme à la banque, on fait un prêt pour payer les intérêts de l'emprunt qu'on a fait 3 ans avant. Bon, ben ça fonctionne un temps, et puis après, on a un gouffre devant soi et on ne peut plus s'en sortir. Donc, sacrifice. Donc n'ayez pas peur, si vous réalisez une opération, à demander à cette personne, si vous êtes un professionnel, un sacrifice proportionnel et raisonnable à ce qui vous est demandé. Alors bien sûr, on va toujours vous dire, oui, mais j'ai pas de sous. L'histoire de la betterave, oui, ça a eu payé la betterave, mais ça ne paye plus. Et les carottes, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Alors pourquoi vous en semez dans votre champ? Oh, bah, faut bien faire quelque chose. Donc, attention, on plaisante un petit peu, mais ça, c'est un domaine qui est important. Alors, les types de graphismes qui vont être utilisés, ben, nous l'avons vu, pour un talisman, et encore plus pour un pentacle, ce seront les traits géométriques, donc la géométrie, les nombres écrits d'une manière ou d'une autre, et les couleurs. Une chose importante également, c'est que le nombre existe indépendamment de la façon dont on l'écrit. Donc on écrive 1 et 0 pour nommer le 10, ou qu'on écrive iota, ça voudra quand même dire 10. Mais il y en a peut-être un qui sera plus rayonnant que l'autre. Alors, ce que vous avez là entre les mains, le petit médaillon, c'est plutôt un pentacle. Donc, nous aurons moins, c'est plutôt un pentacle destiné à vous apporter la paix, la protection et la connaissance. On aura donc beaucoup moins de déséquilibre énergétique que sur un talisman destiné à vous apporter la gloire, la richesse, la célébrité, ou des choses matérielles analogues. 3 degrés d'un pentacle ou d'un talisman. Le premier degré, c'est ce qu'on trouve un petit peu partout, ça va être une symbolique classique et traditionnelle qui se trouve dans le domaine public. C'est la médaille de Saint-Benoît, c'est le Christ sur sa croix, c'est le pentagramme, c'est le sceau de Salomon, c'est tout un tas de, toute une symbolique classique qui va être représentée sous forme de médaille, de médaillon, parce que c'est assez pratique, et qui va être chargée par l'opérateur. Et on se retrouve en face d'une médaille pieuse sur laquelle vous allez focaliser vos énergies, qui va bien sûr, en quelque sorte, vous vampiriser un peu, et vous restituer la monnaie. Donc, pentacle de premier degré. Vous avez ensuite le deuxième degré, qui est plus réservé, qui sera un pentacle numéré, tel que nous l'étudions. Par exemple, le 36, les couleurs, etc. Donc, ce deuxième degré, on peut en parler en petit comité, je dirais. Bon, c'est pas le genre d'objet qui sera énormément diffusé, parce que il vaut mieux avoir que quelques exemplaires concentrés plutôt que de faire emboutir les pentacles à 10 000 exemplaires, de les vendre 50 francs par correspondance, et donc en fait de dévoyer, de prostituer complètement le phénomène. Il faut que ça reste actif, donc pour que ça reste actif, c'est pas une machine qui doit l'emboutir, c'est la main de l'homme qui doit le graver avec difficulté, avec attention, etc., etc. Donc tout objet magique sera un objet qui va demander des efforts. Ça, c'est le deuxième degré. On verra tout à l'heure, enfin demain, comment passer de ce deuxième degré à presque le troisième degré. Alors, le troisième degré, ce sera un pentacle secret et personnel. C'est secret et personnel à chaque opérateur. Par exemple, c'est un signe théurgique obtenu en oratoire, obtenu par contact direct. Et là, c'est plus du tout échangé
peut plus les échanger, ces signes, les uns avec les autres. C'est comme le code de votre carte bleue, vous ne voulez pas me le donner. Pourtant, moi, j'aimerais bien l'avoir, mais vous ne voulez pas, parce que ça vous est personnel. Eh bien, une signature théurgique obtenue en oratoire, vous devez la garder pour vous, ne pas la montrer. C'est votre code entre vous et une puissance spirituelle. Donc ça, c'est le 3e degré auquel nous ne pouvons pas avoir accès ensemble, si ce n'est vous donner les outils pour pouvoir peut-être l'obtenir. Mais je ne peux pas vous dire tracer tel glyphe ou tel signe. On verra demain comment, avec ce médaillon du 36, faire un 2e degré et demi, limite entre le 2e et le 3e. Alors, si nous faisons un petit résumé sur la fameuse loi de miroir que nous avons étudiée ensemble, nous aurons donc, en ce qui concerne le pentacle, une source spirituelle, par exemple, ce qui nous intéresse, le 36, qui va être représentatif, enfin, un pentacle qui va être représentatif d'une source spirituelle, donc notre pentacle va entrer en résonance avec cette source spirituelle de par sa fabrication. Il hérite donc des bonnes ondes, des influences positives du 36, et il va redonner cette énergie, cette bénédiction, entre guillemets, à son porteur. Ce médaillon du 36 agit même si nous ne le chargeons pas. C'est-à-dire le simple fait de le porter autour du cou, il va tendre à modifier le champ de notre aura, à rééquilibrer les choses, à recentrer, à agir. On verra demain comment amplifier cette action. Mais donc, il est branché sur une source spirituelle et par résonance, il va nous donner. Plus moi, le porteur, je vais comprendre la cabale du 36, plus ce sera facile, plus le courant énergétique sera puissant. D'où le fait qu'on peut, que si vous donnez ce médaillon à un âne, eh bien, il n'en aura pas les mêmes bénéfices que si vous, ayant participé à ce stage, vous le portez. C'est pour ça qu'à la limite, le stage est nécessaire pour porter le médaillon, pour comprendre de quoi il s'agit, pour avoir au moins une idée de ce que nous allons faire. Ça, c'est pour le pentacle. Bernadette, il y a un petit cadeau à vous faire tout à l'heure, je crois. On verra ça. À la fin. Vous avez été sage, alors. Ah, bah. Le talisman fonctionne un petit peu différemment. Le talisman va, par exemple, se charger sur une énergie collective. Alors, par exemple, un talisman, un logo bien fait, peut être un talisman, réalisé selon les règles de l'art. Nous allons donc, dans ce cas-là, avoir une énergie collective qui va charger notre talisman, notre logo commercial, et donc entraîner de bonnes ondes sur le porteur ou sur le bénéficiaire. Bon, le logo n'est pas forcément porté en médaille, hein, il va plutôt être saturé l'entreprise par elle-même, alors qu'un talisman, par exemple, basé sur l'un des 3 règnes, un talisman végétal, par exemple, je suis signé du chêne ou du hêtre sur le plan végétal. Eh bien, je vais tracer un talisman figuratif du hêtre que je vais brancher rituellement avec l'énergie collective des arbres. De cette manière-là, je vais saturer mon talisman et moi, en tant que porteur, je vais hériter de ces bonnes ondes. Et le être va m'aider à telle ou telle action ponctuelle, va me permettre d'avoir plus de magnétisme, etc. Donc, c'est le résumé pour vous faire voir en fait les phénomènes de loi de miroir. Donc, le pentacle ou le talisman sont des miroirs de quelque chose. Le pentacle est un miroir plus général,
de force spirituelle, le talisman sera figuratif de quelque chose de beaucoup plus précis. Par exemple, d'une race d'arbre, d'un animal, s'il s'agit du totémisme animal, d'un minéral ou autre chose. Donc, j'ai toujours une source spirituelle ou une source énergétique qui passe par un miroir pour saturer le porteur ou protéger le commerce ou l'habitation. Alors, avez-vous des questions sur ce que nous avons vu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a vu quelque chose, on n'a pas fait beaucoup de magie aujourd'hui. Déjà, c'est pas tellement un stage de magie, c'est sur les protections spirituelles. On va voir demain un fonctionnement plus opératif. On descend en fait progressivement les plans. Donc en général, le samedi, c'est toujours pour situer le débat, pour placer les acteurs. Et puis demain, on va voir comment on va faire fonctionner ces acteurs. Alors oui, une question. Je voudrais savoir, est-ce que les pentacles et les talismans ont un effet sur les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires? Alors, c'est une bonne question. Je suis très heureux que vous l'ayez posée. Je crois que ça dépend du porteur. On peut dire oui ou non. Maladie cardiovasculaire, ça va plus être de nature solaire, donc il faut porter un soutien plus solaire, je pense. Quand on est malade, quelle que soit la maladie, soit une grippe ou autre chose, si on a une attaque en plus, on va être 2 fois plus malade. Donc autant avoir une bonne protection. La protection ne va pas agir directement sur la maladie, ça va agir sur nos énergies et ça va peut-être nous permettre de mieux respirer, donc de mieux gérer, que notre corps gère mieux ou que la médecine gère mieux le phénomène biologique. Donc je dirais oui, mais ça va dépendre du porteur. Plus le porteur va être médium, plus ça va avoir tendance à agir. Maintenant, chaque cas est particulier. C'est à vous de voir comment vous fonctionnez. Et s'il y a un rééquilibre énergétique, automatiquement, ça fera du bien. S'il y a un réajustement, ça va faire du bien. Ça peut que faire du bien. Ça peut que faire du bien, Ça sauf... peut aider. Ça peut aider, ça rééquilibre. Ça peut que aider. À la limite, soit ça ne fait rien, soit ça aide et ça rééquilibre. Sauf chez une personne qui serait complètement inversée par rapport à ce dont nous parlons aujourd'hui. Si on a un mage noir qui vient, qui se cache, qui vient au stage, il sera le bienvenu, bien entendu. Il va porter son talisman, il va faire des rituels sur 36, mais il y a deux solutions à ce moment-là. Soit il va périr, parce que le 36 va le brûler, soit il va se convertir, parce que le pardon existe spirituellement. Donc, le 36 fait du bien au bon, il fait moins du bien au méchant. Ça, on l'a constaté également empiriquement, hélas. Donc il faut... quelqu'un, on a eu un ami à un moment qui n'a rien compris. En fait, lui, il était très médium, donc il arrivait à déclencher des rituels. Mais il avait il était un peu désaxé mentalement, et lui, c'était le pouvoir, la magie noire. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? C'est de mélanger des rituels de 36 avec des manipulations de magie noire. Il a essayé de faire un mélange pour avoir plus de puissance dans la matière. Il a fait un bricolage. Il a fait un bricolage. Oui, mais Il s'est retrouvé. C'est le problème du bricolage. Résultat, hôpital psychiatrique. Oui, il y a été. Parce qu'il n'a pas maîtrisé. Ah, vraiment. Bon, j'espère qu'il n'est pas resté trop longtemps, mais il y a un moment où Il n'a pas maîtrisé. Il y a été 2 fois. il claquait, il avait un plan qui était en train de claquer. Alors là, il faisait de la parano, c'est-à-dire que tout le monde l'envoûtait après. Ah oui, là, c'était. Il savait déclencher son point faible. Et on Donc, aurait pu arrêter. donc lui, il ne fallait mieux surtout pas qu'il touche au 36. Je veux pas. Même si le 36 est bon. Attention, c'est comme l'arche de Moïse. Seul le grand prêtre a le droit de toucher directement à l'arche. Les autres sont brûlés. Donc il faut savoir... Moi, on comprend maintenant la lueur de la science, parce que Voilà. elle s'était fabriquée, ça développait une électricité tellement énorme que ils ont fait l'expérience, ils ont tâché d'après les écrits, donc voulu le reproduire. Ah oui. Oui. Et ils ont arrêté en cours. Parce que ça a développé une énergie tellement énorme que
Ils ont essayé en fait de reproduire à l'identique l'Arche d'Alliance avec les mesures qui sont données dans la Bible, Aussi approché, il fallait une protection. tout ce qu'ils ont trouvé. Et d'après ce que j'avais lu également, c'était dans une université, je ne sais plus si c'était en Angleterre ou aux Aux États-Unis. États-Unis. Ouais. Ils se sont mis à avoir dans l'université des phénomènes parapsychologiques de plus en plus inquiétants. Ils ont arrêté l'expérience parce que ça bougeait un peu partout. Et ce n'était que la boîte qu'ils étaient en train de fabriquer. Ils ont essayé de faire refabriquer l'arche de Noé aussi, d'après les écrits. Ouais. Ils ont arrêté. Oui. Donc ça dégage des. Ça dégageait une énergie tellement énorme. Bah, il faut pas. Alors un géobiologue, ou un radionicien, il pourrait s'amuser à prendre les médailles qu'on a faites et puis à les empiler en piles les unes sur les autres. Bon, c'est pas sûr que ça donne un effet très matérialiste parce que dans la géobiologie ou dans les techniques d'onde de forme, c'est quand même des formes assez lourdes qui provoquent des effets bien concrets, bien physiques. Il n'est pas certain que ce type de médaille aille jusqu'à ces plans. Mais si on faisait des expériences et qu'on s'amusait à réaliser des piles comme ils font en mettant les unes sur les autres des médailles, des carrés, des socles, des choses comme ça, on pourrait avoir un effet pile qui ne serait pas forcément bon parce qu'une saturation n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si je suis sur un lieu qui est hautement tellurique, je risque d'être malade parce que je risque d'avoir une indigestion. Même si j'ai une bonne nourriture devant moi et que j'en mange des kilos et des kilos, je vais tomber malade, même si c'est quelque chose Ça dépend de notre système nerveux, ça. Ça dépend de moi et de pas Si avoir... les suffisamment avancé, on en testera, mais c'est pas solide. Oui. Même le mental, c'est Et même, quel que soit à la limite mon système nerveux, si je fais une overdose, je fais une overdose. Ouais, parce que Même si tu as un bon système nerveux, si tu manges de trop, de toute tout façon, il y a un dépend moment où... de ce que chaque personne est différente, donc il va encaisser différemment. La voie du Bouddha, c'est la voie de l'équilibre. C'est pas le trop ou le trop peu. Quand on parlait de la chasteté tout à l'heure, le trop, c'est pas bien, le trop peu, c'est pas bien. C'est l'équilibre qui compte. Donc la voie de l'équilibre, c'est la voie de la sagesse, c'est ce qui est le plus difficile. Oui. Alors avec le 36, on peut, j'allais dire, non pas éliminer, mais enfin, on a plus utilisé les pentacles de l'abbé Julio, etc. Enfin, Je dirais oui. oui. Oui, donc on peut les éliminer. Enfin, ce sera, les contacts de la Julio sont sans doute très bien, mais ce que nous étudions aujourd'hui, c'est plus puissant. Ça se rapproche beaucoup plus haut, en fait, dans les plans. La Julio, c'est plus symbolique. C'est plus pour le grand public. C'est très bien qu'il l'ait, qu'on ait ça à notre disposition, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Ça, c'est plus réservé, mais ça va taper beaucoup plus fort. Et quand la Julio, il est mieux de les faire soi-même. Autre question? oui. Oui. Beaucoup plus Vous êtes arrêté au plaque métal, mais est-ce que sur le bois, par exemple, il y a d'autres matériaux Oui, il y a d'autres matériaux. On verra d'autres matériaux demain, des matériaux curieux aussi, qu'on n'a pas tellement l'habitude de travailler. Mais tout ce qui peut être gravé peut servir de matériau. Même une pierre précieuse, on peut tracer le 36 sur une pierre précieuse. Alors là, techniquement, ça va être difficile et ça risque de coûter cher. Parce que plus c'est petit, plus c'est difficile à réaliser. Oui. Autre question? Voilà. Oui. L'origine véritable du système. Il y a donc du système global des 36 ans. Oui, Il y a bien sûr Breyer, oui. mais avant Breyer, qu'est-ce qu'il y avait d'où vient cette connaissance un petit peu On en trouve perle un petit peu quoi. On en trouve des traces, je pense que ça vient de Haute-Égypte, comme on l'avait vu avec les 36 dieux du zodiaque, du temple d'Endera. En Grèce. Ça c'est tracé au plafond, donc on ne peut pas dire, il suffit de les compter, on ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas 36. Non. Après, l'humanité va perdre l'arcane, va le retrouver, va le reperdre, va le retrouver, va le reperdre. Et donc actuellement, dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelle Breyer, qui a retrouvé ou qui a été inspiré pour donner la table brute. C'est-à-dire ça. Lui, il a donné ça. Et puis à la limite, il a dit, il y a un livre qui est paru, etc. Il a dit, bah, débrouillez-vous. Mais il n'a pas donné de méthode d'utilisation ou tellement de méthode rituelique, de manière à laisser le libre cours
à tout un chacun de travailler et d'interpréter d'une manière ou d'une autre. Et ça, je pense que c'est la redécouverte de l'arcane du 36. Et quand on commence à creuser, première chose que quand j'ai vu ce schéma-là, je me suis dit c'est bien, peut-être qu'il est faux, peut-être que c'est vrai, c'est peut-être pas vrai. Bon, on creuse, on essaye de faire les choses autrement, et petit à petit, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, c'est l'expérience personnelle qui va nous faire travailler. Donc, avant, il y a le terme de rose, croix, laisse supposer des choses. La Golden Dawn, avec le fameux petit pentagramme, le 5 à l'est, le 5 au sud, le 5 à l'ouest et le 5 au nord. Il laisse supposer qu'on a travaillé sur les terres. Alors, les gens de la Golden Dawn qui ont mis au point ce rituel du petit pentagramme, étaient-ils initiés au 36 sur le plan global? Ou ont-ils été fortement inspirés pour l'exprimer simplement sur le plan du carré des terres? On peut se poser des questions. L'enquête reste ouverte. On a très peu d'éléments. Parce que justement, ça provient de la tradition secrète. Les rosaces des cathédrales ont parfois de curieuses formes qui nous rappellent ça. Si on regarde chez les musulmans, on a l'octogone, on a de curieuses formes chez les musulmans, des tapis, des choses qui nous rappellent le 36 sans vraiment en parler. Donc, il y a des traces, sans qu'on ait retrouvé historiquement, à moins que ça se soit fait, je ne le sache pas, mais sans qu'on ait retrouvé historiquement cette disposition. Alors, si jamais un jour vous tombiez là-dessus dans un vieux grimoire, surtout, vous m'appelez, vous me faites une photocopie, et je vous révélerai d'autres trucs en échange. J'ai répondu à peu près à la question. Enfin bon, ça fonctionne parce que je l'ai testé, parce que avec d'autres, nous l'avons testé, parce que ça fait quelques années qu'on fait des stages là-dessus, et donc on a d'autres amis qui l'ont testé, on l'a vu fonctionner, en essayant d'en trouver la faille. Opérativement, pas beaucoup de failles, donc ça donne des résultats. On a fait tester un certain nombre de choses aussi par des géobiologues connus qui ont écrit des livres, etc., certains amis. Bon, ils ont tous trouvé un rayonnement surprenant. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit Breyer apparaître comme un personnage isolé, sortant sans école, de sa boîte. Et il n'y a rien en avant, quoi. C'est ça qui est un petit peu, qui interroge un petit peu. C'est un petit peu, comment on pourrait dire, ça nous désoriente. Oui. Alors, faut tester pour voir si c'est vrai. Donc, le stage, ce que j'aimerais, c'est que vous testiez pour voir si ce que je vous ai raconté jusqu'à aujourd'hui est vrai ou pas. C'est ça, il faut qu'on chacun soit libre, en fait, soit libre penseur. On se réunit de temps en temps, on fait un stage ensemble, on discute. Il faut être libre penseur. Il y a une chose qui apparaît, on la regarde au microscope, c'est bien, on l'accepte, on l'intègre, on s'en sert, on n'en voit pas l'utilité, on la met de côté, sans forcément la juger. Mais oui, ça c'est sûr que cette remarque-là, elle est justifiée, mais bon, on pourra en reparler un petit peu après. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, que vaut l'ouvrage de Marquès Rivière paru en 1938, Amulette, talisman et contact? Parce qu'il y a deux touches. Ça c'était classique parce qu'il a repris. Il a repris tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le père Kirchner, oui, donc au XVIIe, Cornelius Agrippa au XVIe, oui, etc. Donc il remonte pas mal dans le passé. Enfin, je sais pas. Et alors Breyer devait être franc-maçon vraisemblablement, enfin je ne sais pas de quelle obédience. je ne sais pas, personnellement, j'ai jamais connu le personnage, donc je peux difficilement en parler. Tout ce que j'ai fait, c'est découvrir des schémas, les étudier et m'apercevoir qu'il y avait derrière des choses extrêmement justes et surtout des choses qui fonctionnaient sur le plan opératif. C'est ça, bon, moi, mon cheminement il est un petit peu opératif, donc on teste, fait un rituel sur le 5, à l'instinct du 5, avec l'orientation convenable, les couleurs convenables, les sons convenables, et boum, il se passe quelque chose. Pas forcément spectaculaire, mais puissant.
Donc après on essaye Après, on va continuer sur la même lancée, on va essayer de voir. Mais l'historique réel, l'historique à la limite ne m'intéresse pas tellement. Moi, je vais plus me situer comme libre penseur, appartenant à une religion chrétienne, à un épiscopat, donc avec une filiation religieuse, mais libre penseur, et surtout essayant de comprendre. J'essaye de comprendre comment ça marche. Pourquoi? Voilà. Je vais accepter, par exemple, c'est une démarche plus scientifique. La technique de respiration, c'est pareil, ça m'est venu comme ça, d'une manière complètement détournée, par des voies. Ce que j'ai fait, j'ai un jour assisté à un stage où on parlait de cette technique respiratoire. Je me suis dit, bon, soit l'animateur est un farfelu, soit c'est vrai. Mais la seule façon que j'avais de répondre à cette question, c'était de tester cette respiration pendant un minimum de mois, tous les jours. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, puis tous les jours je me suis obligé à faire cette technique de respiration. Et au bout de 3 mois, donc au bout de 90 rituels respiratoires, des choses ont commencé à changer autour de moi. Donc j'ai vu que c'était vrai, mais j'ai pas vu que c'était vrai tout de suite. Intellectuellement, il est facile de raconter quelque chose à quelqu'un d'une belle philosophie, d'une belle couleur avec des nombres. C'est facile, mais après derrière, il faut que ça tienne la route opérativement. Donc toute conception, je dirais, de démarche spirituelle doit être une conception assez scientifique, les pieds sur terre, pas du tout farfelu. Faut pas avoir suivi de traitement, je dirais, en psychologie ou en psychiatrie. Il faut pas être des illuminés, il faut pas être des mystiques échevelés, il faut pas croire ce qu'on nous dit, il faut le vérifier avant. Mais quand on travaille, il y a des moments où on s'aperçoit de choses. Et s'il y en a parmi vous là aujourd'hui qui sont déjà venus à d'autres stages et qui sont revenus, c'est sans doute qu'ils ont constaté qu'il y a des choses qui fonctionnaient. Mais tout ce que je peux vous dire, moi, c'est simplement, j'ai fait ça, il s'est passé ça. Un tel a fait ça, il s'est passé ça. Mais ça, c'est absolument pas valable pour vous. Vous le faites et vous le voyez. C'est pour ça que l'historique de savoir, bon, c'est intéressant. Si quelqu'un d'entre vous a des éléments historiques à apporter, au contraire. Mais je sais qu'on aura beaucoup de mal à en trouver une filiation réelle. C'est comme un jour, vous avez un homme, bon, je fais aucune comparaison, mais un jour, il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui s'est incarné sur terre, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a fait des miracles. Puis, il y a des apôtres qui se sont présentés, il a consacré ses apôtres, les premiers évêques, qui en ont consacré d'autres, et il s'est passé des choses. Alors, on va dire l'historique de Jésus. Alors, les Esséniens, oui, mais le problème, c'est que les Esséniens, ils sont apparus, et ils ont disparu. Après, on ne sait pas d'où ils viennent, les Esséniens. Pareil. Donc, je crois qu'il y a par moment, alors que ce soit Monsieur X ou Monsieur Y, mais il y a par moment des plans spirituels qui s'ouvrent, qui font descendre un message, et puis ceux qui sont aptes, ils récupèrent le message, ils le travaillent. Alors on avait Marie-Gabrielle qui avait une question. C'est pas vraiment une question, c'est une constatation. J'ai remarqué sur certains carrés, enfin sur tous les carrés, quand on voit sur le côté gauche, on voit que ça démarre de 5 et ça va à 9. Oui. Par exemple, le carré rouge, 32, ça fait 5. Ensuite, l'orange, le 33, ça fait 6. Oui. Ensuite, le 26, ça fait 7. 8, oui. 8, pardon. Ouais. Et puis le 27, 9. Alors, qu'est-ce que ça peut... Comment on peut interpréter ça? Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire comme Marie-Gabrielle, il faut chercher les lois des nombres. On s'aperçoit que dans le feu, 15, 5 et 1, 6, et 22, 2 et 2, 4. Donc 6 et 4. Ici, on a 24. 6. 31, c'est 3 plus 1, 4. 6 et 4. 33, 6, 4, 4. 13, 3 et 1, 4. 6. Donc dans le feu, on a 6, 4, 6, 4, 6, 4. Voilà, 6, 4. 6, 4. Et même répartition, les autres nombres. C'est magique en regardant la répartition des nombres en soi. Donc il y a des répartitions magiques. Ah, oui, oui. Nous avons des découvertes à faire. À la limite, ça, là où on s'en sert, je disais ça dans un autre stage, on se sert aujourd'hui du 36 comme un primitif se servait d'une massue. Bon, sauf que le 36, c'est peut-être comme un fusil à lunettes, mais nous, en tant que primitif, on prend le fusil à lunettes par le canon et on en met des grands coups sur la tête des animaux. C'est vrai que c'est très utile pour la chasse, parce que le bois est bien dur.
mais on pourrait utiliser le fusil d'une autre manière, plus sophistiquée. Mais aujourd'hui, on en est vraiment à un aspect primitif d'utilisation. Donc tout ça, ça tourne. Oui, il faut chercher. Et vous allez découvrir des clés personnelles. Parce que c'est un sujet tellement vaste, pas en 2 jours qu'on On peut l'appliquer à beaucoup de monde, on peut l'appliquer à beaucoup de choses en fait. On peut l'appliquer à la guérison. On s'amusera, le prochain stage, à essayer d'appliquer ça pour aider à la guérison. On peut se servir de ça pour exorciser. On peut se servir de ça pour faire de la divination. On peut se servir de ça pour faire des rituels de théurgie, pour avoir des contacts spirituels. Je trouve que c'est l'utilisation la plus intéressante. On peut se servir de ça comme contact de protection. On peut se servir de ça, j'ai un ami qui fait, en spagyrie ou en alchimie, parce qu'il y a des codes là-dedans. Là-dedans, vous avez des animaux, vous pouvez vous en servir en totémisme, en chamanisme. Il y a des animaux là-dedans. Mais alors, est-ce qu'on peut invoquer les anges ou les archanges, ce qu'on dit avec... Oui. Mais alors, il y a quand même... il manquerait rien pour, disons, on peut invoquer un ange, je ne sais pas c'est lequel, le 27 par exemple. Oui. Oh là. Il manque la méthode. Alors, vous avez... Alors, on veut évoquer le 27. Alors, on a quelques trames, quelques petites ficelles dans le livre que j'ai écrit. Je l'ai écrit un petit peu pour ça, pour essayer de descendre un petit peu le débat, pour faire un marchepied entre le 36 et nous. Le problème, il est bon, j'ai ça, c'est bien, mais avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, on ne voit pas comment on peut en faire. Je veux invoquer le 27. Oui. On va se... Alors, il y a quelques éléments dans le livre, là, les 36 rituels de l'Arche, mais c'est très succinct. C'est à tout un chacun de développer sa méthode rituelle. Et toujours sur les mêmes bases. Donc, le 27, on va l'évoquer à un instant précis du temps, quand il va être présent. On verra un petit peu demain les instants, surtout notre date de naissance. Donc, on aura besoin demain, j'y pense maintenant, de votre date de naissance, si vous voulez bien nous la donner. Donc, de la date, de l'heure de naissance, voire du lieu, de manière à faire un petit calcul astrologique pour savoir quel est le nom ou quels sont les noms qui vous signent personnellement. Alors, si vous voulez me les donner, vous me les donnez. Si vous ne voulez pas me les donner, je respecte entièrement la discrétion à ce sujet-là. Mais ça pourrait nous permettre d'avancer un petit peu pour cette manipulation. Si je veux appeler le 27 et que moi j'appartiens au 2, le 27 il va peut-être pas bien me répondre. Par C'est contre, peut-être son jour. le 2, oui. Oui, mais c'est peut-être son jour et son heure. Il faut essayer. À la limite, il faut tenter. Je suis pour l'empirisme intelligent ou scientifique. C'est-à-dire qu'on va penser un rituel, et une fois qu'on a pensé un rituel, on va le tester, pour voir s'il fonctionne. Parce que je peux avoir un très beau raisonnement qui soit faux. Mais si je fais un test, si je teste n'importe quoi sans réfléchir, c'est une mauvaise démarche. Il faut bien réfléchir avant, mais savoir que s'il se déclenche, j'appelle le 27, imagine qu'il se déclenche réellement. Il y ait la présence de l'ange telle que les vieux manuscrits nous décrivent. Ben là, vous avez vos genoux qui vont commencer à s'entrechoquer, c'est des grosses gouttes de sueur qui vont couler partout. Vous allez être terrassé par la présence qui va être là avec vous dans le cercle magique ou dans votre oratoire. Et si vous n'avez pas prévu ce que vous vouliez lui demander, c'est pour ça qu'il faut quand même l'invoquer en fonction du besoin. il faut réfléchir. On fait un rituel en réfléchissant. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai fait ce rituel au 27, il ne s'est rien passé. Ouf, je dirais. Heureusement pour vous, peut-être. Bon, maintenant, le but, il était que ça déclenche. Alors, je crois que l'aimantation, c'est également la répétition des choses. Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand j'ai commencé les techniques respiratoires, c'est au bout de 3 mois, au bout de 90 rituels respiratoires que j'ai commencé à bouger quelque chose. Bon, peut-être que le rituel au 27, il faut le répéter. Peut-être qu'avant de le faire, il faut respirer régulièrement. Peut-être qu'il faut que je comprenne ce que je fais. Étude du 36, comme disait Marie Gabriel, bah oui, mais on me rend compte que le 33 plus 3, ça fait 6, etc.
Ouais, ça, c'est l'étude. Et ça, c'est ce qui va nous prédisposer à faire descendre les anges. Parce que heureusement, le ciel est fermé à double tour. Si je ne suis pas apte, même si j'ai le rituel ne déclenchera rien. Donc, je peux attraper, je ne sais pas, l'un d'entre vous qui a mis au point un super rituel, le torturer pour qu'il me le donne, il me livre tout son rituel, mais quand je le fais, ça ne fonctionne pas, parce que je ne le mérite pas. Parce que le ciel, il s'ouvre s'il a envie. Dans le cadre d'un rituel, c'est un petit peu du pentacle établi, mais dans le cadre d'un rituel, l'être humain qui fait le rituel représente la femelle, et l'ange qui va venir, qui va fondre sur sa proie, représente le mâle. Et on désire, dans un rituel de théurgie, ou dans une messe, la fécondation de l'être humain qui le fait par la puissance céleste, par le Saint-Esprit qui va mettre un germe spirituel. Donc il ne s'agit plus d'une fécondation physique, il s'agit d'une fécondation spirituelle ou théogamie, je crois qu'on appelle. C'est un terme plus ou moins grec. C'est-à-dire, ce sont les dieux, les anges, qui vont connaître les femmes des hommes. Dans la Bible, on nous parle de ça aussi. Oui, c'est le terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les femmes des hommes, c'est nous tous. Ben oui. Et les anges qui connaissent les femmes, c'est ce que nous désirons, c'est-à-dire le germe spirituel qui va ouvrir notre esprit et qui va nous permettre de mieux comprendre et d'aller plus loin. C'est ça la Donc femme. on retourne tout l'ensemble. Et c'est écrit dans la Bible. Ah oui. Dans tous les textes sacrés nous disent, mais on n'arrive pas à le lire parce qu'on n'a pas les clés de décodage. Voilà, et c'est ça. Y a-t-il une autre question sur les pentacles et talismans? Une question? Oui, une dernière. Est-ce qu'on peut poser ici sur un t-shirt? Est-ce qu'on peut, voilà, le faire un transfert sur un t-shirt? Oui. Oui, j'avais même pensé pour ce stage vous amener les t-shirts Tout pentaculaires. fait. Je me suis dit, bon, Quand même. on peut. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Surtout, c'était pas bête, Une hein. équipe de foot, hein. Ça aurait été mieux de faire des médailles. Surtout avec ça. Avec votre blason. Alors Ah oui, faites-le vous coudre sur vos vêtements. Quand vous allez faire un rituel, surtout pour ceux qui font de l'exorcisme, qui vont au combat, faites-vous une protection supplémentaire. Alors, si je me fais un t-shirt comme ça, je vais m'en mettre un sur la poitrine, un grand, et un dans le dos. Parce qu'on ne sait jamais, des fois qu'il y a un mauvais esprit qui passe par l'arrière. Oui, je connais un monsieur qui s'est brodé son propre blason sur un gilet, vous savez, comme les gilets qu'on met sous les vestes là. Il l'a brodé dans le dos. C'est quelqu'un qui faisait de l'opérative, donc qui travaillait en clientèle. Et il m'avait dit que quand il se préparait à un rituel, le fait de mettre son gilet, ben, il se passait quelque chose sur le plan énergétique. J'ai un autre monsieur qui fait aussi, non, vous verrez peut-être pas son blason demain, il fait du magnétisme, un petit peu de désenvoûtement. Eh bien, il a fait des photocopies de son blason, il les donne à ses clients, et comme ses clients se sentent un petit peu mal après un désenvoûtement, le client met la main sur le blason, et il ressent une chaleur, et il se sent mieux. Le problème, c'est que le client, s'il se sent bien, il va plus bien. Il va plus le voir. Ben oui. Donc, l'idée peut être intéressante. Oui. Comment? Alors, pour apprendre à faire le blason, on verra quelles sont les qualités nécessaires pour réaliser un blason. Il y a à peu près 15 ans d'études. Pour le faire, oui. Alors, on en parlera demain, mais si on veut vraiment faire un blason, il faut à peu près 15 ans d'études, de l'héraldisme, du symbolique, de la métaphysique, de la théologie, etc., etc. pour faire quelque chose de réel. Non, comme on disait au dernier stage, on peut chacun bricoler un truc, vous prenez un ordinateur, vous faites copier-coller, vous prenez une partie du blason du voisin, et puis, mais ce ne sera pas un blason minéraldique puissant. On verra ça demain. Oui. Ce ne sera pas une connaissance. Oui, il n'y en a pas beaucoup de Voilà, alors on va clôturer. Ou alors, il faut une médium. On va clôturer notre Tu peux me dire qui c'est qui a fait premier jour ici.